J'ai l'habitude de raconter que pendant ma longue carrière de diplomate, sur plusieurs décennies, on rencontre évidemment des milliers de personnes qu'on voit une fois, qu'on ne reverra plus jamais, probablement. Et donc, chaque fois que ces gens viennent vous voir, il y a un moment un petit peu difficile pour entamer une discussion. Et moi, j'avais pris l'habitude de dire à ces gens qui s'installaient dans mon bureau, Madame, Monsieur, je suis très heureux de vous recevoir chez nous. Vous êtes venu à un moment particulièrement intéressant. Je l'ai dit pendant des décennies, je n'ai jamais menti, je vous assure. Et donc, je recommence. Nous nous rencontrons à un moment particulièrement intéressant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous vivons tous, Israël peut-être en particulier, dans un monde compliqué, qui traverse une phase pas évidente. Pour Israël, les complications sont de à plusieurs niveaux, dans plusieurs cercles excentriques, disons, excentrés. D'abord, sur le plan interne, c'est un pays qui, même s'il a traversé l'essentiel de la grande crise économique internationale de manière plus qu'honorable, avec des chiffres de croissance qui ont toujours été positifs et qui faisaient l'envie de quasiment tous les pays développés. C'était des chiffres de pays émergents, alors que c'est un pays développé, mais la crise nous a rattrapés avec un retard de quelques années, et c'est aujourd'hui une économie qui a besoin de faire très très attention, de ne pas sombrer elle aussi dans des chiffres macroéconomiques difficiles. Donc c'est un pays avec une inquiétude économique, mais avec pourtant les moyens de combattre les défis, d'y résister, et sans doute une politique économique sage peut nous protéger encore de ce fléau qui s'est déferlé sur quasiment le monde entier. C'est un pays avec un paradoxe assez désagréable pour ses habitants, mais qui se maintient depuis assez longtemps. C'est un pays avec une économie nationale florissante et une économie individuelle en dégradation. C'est-à-dire il y a un nombre grandissant de pauvres, il y a des disparités entre riches et pauvres qui sont extrêmement grandes et importantes. Nous sommes, je pense, numéro 2 parmi les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pires, c'est-à-dire en dernière position, avant-dernière position plutôt que deuxième position, en matière de disparité entre riches et pauvres. Donc il y a là aussi, évidemment, pas seulement économiquement, mais politiquement et socialement, un vrai défi pour le gouvernement israélien, quel qu'il soit. C'est une démocratie d'une liberté impressionnante, sans aucun doute, un monde politique extrêmement vivant, un monde médiatique, comme René le sait très bien, d'une grande indépendance et d'une grande liberté de parole et d'une grande impertinence, je dirais. Souvent, disons, de manière même plus accentuée que dans un nombre de démocraties occidentales que je connais, y compris celle-ci. Donc, c'est une société qui reste profondément attachée à ses propres principes et valeurs démocratiques, mais d'un autre côté,
mis à part la question palestinienne, que je ne peux pas discuter, que je ne peux pas traiter dans ce contexte, parce que c'est une situation qui n'est pas équilibrée entre la population israélienne propre et celle des territoires occupés. C'est un débat que nous pouvons avoir après. Mais la discussion sur la démocratie israélienne, en tant que citoyen israélien, m'intéresse aussi, et peut-être avant tout, dans la famille. Et là, même si je suis assez heureux de constater que les valeurs démocratiques, même si elles sont de temps en temps sous attaque interne, restent quand même solides, mais le pays souffre en parallèle d'un grand problème de gouvernance. Les dernières élections l'ont montré. Il y a un éclatement du monde politique israélien. Il y a des situations qui rappellent à beaucoup de Français la 4e République, avec des instabilités dans la gouvernance qui sont le résultat d'un système électoral proportionnel intégral qui favorise évidemment la représentation pour tous, mais quand vous vous retrouvez devant une situation où vous devez, pour avoir une majorité à la Knesset rassemblée, 5, 6, voire 7 partis pour avoir une majorité, il est évident que les tiraillements politiques des uns et des autres rendent en définitive le programme d'un tel gouvernement d'abord très dilué, parce que chacun doit faire beaucoup de concessions, et puis la fragilité d'une telle majorité est évidente, et c'est une question qui va continuer à préoccuper la société israélienne et le monde politique israélien. Je m'éloigne un petit peu de nos salades internes. La région, bon, c'est pas dans cette maison-là que je dois rappeler que la région est en tourmente, en déséquilibre généralisé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est clairement une instabilité. Et je pense que les hommes et les femmes, de manière générale, les Israéliens qui se sentent dans une existence précaire de toutes les façons, pour des raisons, mille et une raisons, n'aiment pas l'instabilité autour et préfèrent souvent que les choses ne bougent pas. Alors que, d'un autre côté, intellectuellement, ils comprennent bien que non seulement c'est inévitable que les choses bougent, mais que ça pourrait même être porteur d'espoir. Et donc, simplement au vol pour dire que même s'il y a beaucoup de points d'interrogation pour les Israéliens avec ce qui se passe autour, et que la lecture israélienne de ces changements dans le monde musulman et particulièrement le monde arabe qui nous entoure, même si ces points d'interrogation nous interpellent, nous inquiètent, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité que cela se termine mal. Et qu'il y a dans certains pays quand même des espoirs et des points d'optimisme qu'on devrait garder à l'esprit avant d'éclater en sanglots et être terrorisé par la disparition des uns et l'émergence des autres. Cela dit, la lecture, elle est, d'un point de vue israélien, différente que la lecture occidentale ou européenne, ou mondiale d'ailleurs, puisqu'il y a des incidences sur des questions existentielles pour notre pays, et je ne parle même pas seulement de l'Iran, je parle de l'Égypte, qui est quand même, dont le traité de paix avec Israël est quand même un pilier central de l'existence stratégique israélienne dans cette région, etc., etc. Je ne parle même pas de la Syrie, Liban, Hezbollah, etc. Bon, les questions stratégico-existentielles qui entourent l'Iran, le programme nucléaire iranien, nous nous trouvons dans un moment qui
qui est de grande actualité, dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui pourrait aboutir à la énième déception, puisque il ne faut pas oublier que le processus de dialogue avec l'Iran ne date pas d'il y a quelques semaines, il date, on compte déjà bientôt en décennies, certainement en longues années. C'était avec un succès relatif, mais avec une longévité par contre qui est assez impressionnante. Mais il faut quand même avouer que quelque chose a changé et que si les 2 dernières années qui ont vu, ou les 3 dernières années qui ont vu un resserrement quand même assez considérable des pressions économiques et politiques internationales sur l'Iran, ont peut-être porté le fruit qu'elles devaient, parce que l'exercice, l'objectif de cet exercice n'est pas simplement d'exercer de la pression, mais d'accumuler une sorte de masse critique de pression qui oblige les Iraniens de réfléchir ou de peser la validité de ce programme nucléaire face aux difficultés rencontrées par la pression internationale. Et peut-être avons-nous atteint ce moment, cette masse critique, auquel cas il faut certainement explorer cette possibilité, voir si les Iraniens, suite à ce développement, soient véritablement plus disposés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant, de parler sérieusement d'un démantèlement, d'un arrêt d'abord de l'avancement de ce projet, d'un démantèlement de certaines de ces résultats passés. Très brièvement, parce que ça, nous allons sans doute discuter tout à l'heure avec vous, il y a ces jours-ci une tentative, encore une, de renouveler les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons assez récemment fêté les 20 ans d'Oslo. Je dois évidemment, comme tout le monde, reconnaître que les espoirs de 1993 ne se sont pas entièrement réalisés, mais je rejette avec véhémence aussi les théories qui disent que c'était un échec total, que ça n'a apporté aucun résultat. Je pense que certains éléments des accords d'Oslo ont changé la vie de cette région, ont changé l'ordre du jour des relations entre Israéliens et Palestiniens, et fatalement vont servir de base d'un accord auquel je refuse de cesser de croire. C'est une région avec des grandes difficultés économiques qui ne verra la prospérité que, à mon avis, si un accord israélo-arabe, je dis bien israélo-arabe et pas seulement israélo-palestinien, intervient. Au cas d'un tel accord, je pense que ça peut devenir une des régions les plus intéressantes pour l'économie internationale en potentiel de croissance, pour toutes les mauvaises raisons évidemment, parce que c'est une région qui justement, mis à part Israël, était dans une stagnation économique lamentable, mais qui a un potentiel énorme de croissance. Et je pense que mon pays peut avoir une place dans un développement économique futur, mais contrairement à certains de mes compatriotes qui, tant bien que mal, se trouvent aussi au gouvernement aujourd'hui, je ne pense pas qu'un tel essor économique peut intervenir à la place ou avant même un accord de paix politique et historique entre les deux peuples. La situation internationale d'Israël est encore un paradoxe assez typique.
D'une part, c'est un pays qui joue un rôle démesuré, disproportionné par rapport à sa taille, dans une multitude de domaines qui intéressent l'espèce humaine, les sciences, la technologie, la culture, etc., etc. Nous avons une présence qui va bien au-delà de la proportion que représentent nos 7,5 millions de citoyens. Mais, d'un autre côté, sur le plan purement diplomatique, je ne peux pas dire que ce sont les meilleurs moments qu'a vécu mon pays. Quoique, évidemment, comme ça a toujours été le cas, et ça a toujours été ma conviction, les hauts et les bas de la situation internationale de l'État d'Israël et de son image parmi les nations est attaché à l'existence ou l'absence d'un processus de négociation israélo-palestinien et au moins d'une présence, d'au moins une motivation convaincante de la part du gouvernement israélien de vouloir résoudre le conflit avec les Palestiniens par des moyens pacifiques, ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs années, et ce qui, j'en ai la conviction, était la source d'un des moments les plus difficiles d'Israël dans la scène internationale, d'un grand isolement diplomatique, d'une fermentation, d'une déception, d'une colère internationale, même parmi des pays véritablement amis avec Israël. C'est la raison pour laquelle je suis évidemment, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux que Madame Tzipi Livni, ministre de la Justice en Israël, qui s'est présentée aux élections de janvier dernier, en tant que seul parti, je dis bien, qui a mis la question, le projet de paix au centre de son programme politique. Même le Parti travailliste, qui traditionnellement portait ce drapeau, a préféré ne pas le faire disparaître, mais de le présenter en taille mini. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie et que je me suis rangé derrière Madame Livni politiquement pour la soutenir et pour l'aider. Son succès électoral était d'une part assez impressionnant compte tenu du fait qu'elle a rejoint la campagne électorale 6 semaines avant les élections. Elle a obtenu 6 sièges, mais quand même décevant. D'abord par rapport à ses attentes et aux attentes d'ailleurs de la plupart des sondages qui lui attribuaient 10 à 12 sièges, et aussi, surtout, décevant parce que sa capacité de peser dans le gouvernement est limitée. Cela dit, elle a quand même obtenu la promesse du côté du Premier ministre, dont la motivation en la matière peut être mise en doute, mais elle a obtenu la promesse de pouvoir tenter de manière indépendante et résolue de renouer un dialogue avec les Palestiniens avec l'aide et par l'intermédiaire des États-Unis, et au cas où de telles négociations devraient avoir lieu, de représenter le gouvernement israélien à la tête de cette négociation. Tout ça a été acquis dans les 6 mois, même moins, de l'existence du gouvernement, et nous sommes aujourd'hui en pleine négociation, dont on sait très peu, mais qui ont tout de même pour le moment le mérite de satisfaire les deux parties suffisamment pour qu'ils veuillent continuer de les poursuivre. Voilà, je crois que c'est un aperçu de là où nous sommes, un peu une sorte
snapshot, comme disent les Américains, de la situation. Et puis, je vous laisse maintenant la main pour essayer de nous guider dans la suite de cette conversation. Bien, je vous remercie beaucoup. Conversation, c'est le terme. Donc on va le faire de manière très informelle. Voilà, je ne vais pas distribuer la parole, je crois qu'on la prend quand on en a envie. Allez-y, qui veut commencer? Oui, alors vous êtes deux. Ah, là, il y a 3 personnes alors. Non, c'est toi. Vas-y. Mais non, je n'ai pas levé la main encore. Je vais quand même donner l'ordre. C'est le 3e qui va gagner. Voilà. Allez-y. Voilà, vous le faites vous-même. Je suis désolé de prendre la parole devant des personnes d'un âge plus respectueux. Merci pour l'âge. Ça commence bien. Allez, continuez. Vous avez parlé de démocratie impressionnante en Israël. Je ne vous cacherai pas que le qualificatif lui-même me paraît impressionnant. Parce que vous ne nous dites pas comment se passent les relations entre les Israéliens juifs et les Israéliens arabes qui sont restés dans la citoyenneté israélienne. Vous voulez leur imposer la religion juive? Non. Ah si, monsieur. Dans tous les n'importe quoi, monsieur, je suis désolé. Ah, non, écoutez. N'importe quoi. Personne, d'ailleurs, même religieusement, le judaïsme n'a jamais été une religion prosélytique. C'est au contraire extrêmement difficile de devenir juif. Extrêmement. D'ailleurs, je me demande qui voudrait passer toutes ces difficultés pour aboutir à ce résultat lamentable. Mais vous dites vraiment, je suis désolé de vous le dire, vous dites n'importe quoi. Il n'y a aucune tentative de judaïser qui que ce soit. J'ai le plus grand respect pour la religion juive, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Je vous le dis très nettement. Cependant, je suis très circonspect par le comportement de certains de vos hommes politiques, y compris des ministres, qui ont un langage outrancier, et c'est à ce langage que je fais référence. Que ce soit votre ministre des Affaires étrangères, votre Premier ministre, qui ont tendance systématiquement à vouloir mettre des barrières au niveau de l'attribution des droits sociaux auxquels peuvent prétendre les Arabes israéliens, qui, eux, voudraient se sentir pleinement israéliens. Je vous le dis. Bon. Allez, vous terminerez et je réagirai. Voilà. Terminez votre intervention brièvement et on reprend. Je ne voudrais pas que ça devienne surtout une espèce... Attendez, je termine très franchement et très tranquillement mon intervention. Là. Je ne voudrais pas que ça devienne une sorte de, comment dirais-je, de confrontation de quelque manière que ce soit. Je tiens beaucoup à ce que cette discussion... Non, je donne ma position, si vous permettez. Donc, c'est simplement qu'il y a votre fluidité. Donc, terminez votre intervention et après, on passe à autre chose. Le deuxième point, j'aimerais que vous nous expliquiez plus largement, au niveau des négociations, pourquoi les accords d'Oslo n'ont pas réalisé les espoirs qui étaient investis dessus. Et je voudrais que vous nous expliquiez aussi comment s'est dégradée la situation en Cisjordanie avec les atteintes aux libertés publiques, avec la ghettoisation des populations autochtones, avec la construction d'un mur qui est à 85% sur la ligne verte et qui confisque une partie des territoires et qui empêche les agriculteurs palestiniens d'aller travailler. On prend plusieurs questions? C'est déjà plusieurs questions. Oui. Vous voulez répondre comme ça ou on fait un... Bon, là, sinon je vais me perdre dans la... D'accord, allez-y. Je vais aller dans l'ordre que vous avez posé vos questions, mais je vais le faire brièvement parce que là, il y a matière à un séminaire pour chacun. Je suis vraiment le premier à reconnaître qu'il y a du chemin à faire pour intégrer entièrement et de manière harmonieuse les citoyens israéliens d'origine arabe, palestiniens, pour qu'ils se sentent eux aussi et qu'ils soient dans la réalité
et qu'ils jouissent entièrement de droits égaux, complètement égaux à tous les autres citoyens israéliens. Il y a du chemin à faire. J'ai un grave problème avec votre déclaration imbue d'une certitude dont je ne sais pas où vous la puisez, que c'est une partie de la société qui ne souhaite que devenir partie intégrante de la réalité israélienne. Ce n'est pas vrai, ce que vous dites. Ce n'est surtout pas le langage adopté par le leadership politique particulier de cette communauté, c'est-à-dire une partie au moins des partis politiques arabes, qui prônent quelque chose de très différent. Maintenant, on peut discuter jusqu'à mon vol jeudi matin sur les sources profondes et les chances, les sources profondes de ce problème et les chances de le résoudre. Mais je pense qu'il est certain et compréhensible que la situation des Arabes israéliens, ou des Arabes dits israéliens, est d'une complexité presque insoutenable par le fait, comme l'a dit un grand poète arabe, un grand écrivain arabe, du fait que, comme il disait, mon peuple est en guerre avec mon État, avec mon pays. Et cela fait partie des avantages certains et nombreux d'une solution du conflit israélo-palestinien. Je pense que une solution pacifique et acceptée par les Palestiniens aurait comme résultat, non pas, à mon avis, un exode des Palestiniens qui vivent en Israël vers l'État palestinien, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il y ait quelques migrations qu'elles soient, mais cela les soulagerait dans ce déchirement. Le fait de voir leurs frères palestiniens obtenir l'indépendance comme celle qu'a eue l'État d'Israël, les soulagera et les mettra devant un dilemme décomplexé. Où est-ce que je suis mieux? Et je pense que même aujourd'hui, certainement dans une situation de paix, ils seront mieux là où ils sont, c'est-à-dire dans un État d'Israël développé, avec une économie qui est quand même à 1000 km avant l'économie palestinienne. Je ne le dis pas avec arrogance, je le dis avec tristesse. Mais disons qu'ils feront partie d'un projet qui a déjà 65 ans de longévité, d'âge, et qui a obtenu certains succès. Vous savez, les raisons pour lesquelles les accords d'Oslo ont déçu, la réponse courte mais très franche, c'est que les deux parties n'y ont pas tout fait, exactement. Les deux parties ont déçu dans l'application de cet accord. Il y a eu évidemment des circonstances géopolitiques, économiques, politiques et autres qui ont fait que ça n'a pas abouti. Mais vous savez, moi je suis, même si ma formation académique est minimale, j'ai étudié, je m'intéresse encore à l'histoire. Je crois qu'une des questions les plus passionnantes dans la philosophie de l'histoire, c'est de définir un moment historique, c'est-à-dire de quoi il est fait, qu'est-ce qui le compose, et est-ce qu'on peut le fabriquer en laboratoire ou dans la réalité? Et la réponse est évidemment non. Et le fait que la grande majorité de ce que nous considérons aujourd'hui comme des grands moments historiques, disons du XXe siècle, ou même du XXIe plus récemment, on ne les a pas vus venir. Personne n'a vu venir. Et donc moi qui suis
fondamentalement un optimiste. Je me dis que notre moment historique va venir. Et fatalement, il va venir. Et nous ne saurons pas quand il est prêt à venir. Mais ce moment historique va aussi reposer sur certains principes et certaines bases jetées par les accords d'Oslo. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils n'ont pas été inutiles, certainement pas nocifs, comme certains aujourd'hui le prétendent, en Israël et chez les Palestiniens d'ailleurs, pour des raisons différentes évidemment, mais que la reconnaissance mutuelle et l'humanisation de ce conflit, le rendant plus terre-à-terre, moins abstrait, ce sont des choses que sans les accords d'Oslo, nous aurions encore sur notre assiette aujourd'hui. La troisième question, elle était, vous voyez déjà... Les méfaits de l'occupation du territoire. Ah oui. Qui se traduit par la colonisation à outrance, qui rend la vie invivable pour les Palestiniens. Mais là, ma réponse est très simple. Je suis comme vous pour la fin de l'occupation israélienne dans les territoires. C'est la seule solution. Vous avez beaucoup de choses à dire contre le mur ou la barrière de séparation, comme on veut l'appeler. Moi, je n'ai pas une sympathie extraordinaire pour les barrières de manière générale, mais je dois dire que son impopularité n'est dépassée que par son efficacité. À l'époque, je vous rappelle, aujourd'hui c'est facile d'en parler, mais à l'époque nous étions en pleine vague successive d'attentats suicides et d'attentats autres qui ont coûté la vie de centaines d'Israéliens. Et je vous assure que cette atmosphère-là, elle n'était pas plus utile pour l'avancement de la paix que l'existence ou la problématique de tel ou tel agriculteur palestinien de venir cultiver ses terres. Donc je ne veux pas sous-estimer cette douleur, mais parmi les droits de l'homme, il y a aussi le droit à la vie. Et je crois que dans une atmosphère violente comme elle existait à l'époque, du côté israélien comme palestinien, c'était encore plus désespéré qu'aujourd'hui d'entrevoir une lueur d'espoir pour l'avenir. Donc ma réponse simple est de dire le seul moyen pour véritablement arrêter la détérioration de la situation des Palestiniens, c'est de mettre fin à l'occupation israélienne, et je suis comme vous attaché à l'espoir que cela ne tardera pas. Il y avait 3 questions là. Vas-y. Je vais mettre Butin. Monsieur l'ambassadeur, une question sur l'Iran et sur les accords. Sur l'Iran, dès qu'on parle de l'Iran, et M. Netanyahou en tête parle toujours de l'existence d'Israël en jeu. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment sérieux? Est-ce que vous pensez que l'Iran, si un jour l'Iran a la bombe, il ira jeter une bombe sur Jérusalem? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus simple, quand on combat cette volonté iranienne d'avoir la bombe, qu'Israël décide de ne plus avoir la sienne? C'est la question sur l'Iran. On a jusqu'à jeudi matin, jusqu'à la c'est c'est le démantèlement. On réclame le démantèlement d'un côté comme de l'autre. Je pense que ce serait beaucoup plus considéré dans le monde entier que simplement de se battre contre l'Iran qui aura sa bombe. Mais qui aura sa bombe, mais qui ne lâchera pas sur Israël. Ils sont tout de même pas fous. Deuxième question sur les accords. Vous vous souvenez qu'à travers les années, il a été réclamé que la charte de l'OLP disparaisse. Jusqu'au moment où Yasser Arafat, invité à Paris, on lui a fait dire, même en français, la charte est caduque. Vous avez toujours à l'heure actuelle, et M. Netanyahou est le patron, la charte du Likoud. Et la charte du Likoud est très claire, pas d'État palestinien à l'ouest du Jourdain. Comment pensez-vous que les accords de paix dont vous nous parlez puissent être un jour de vrais accords? Tout le reste, pour moi, me paraît littérature. Est-ce que vous êtes prêt
à vous battre pour la disparition de la charte du Likoud? Je vais commencer par la fin. Je parle en mon nom. Je pense que le combat, le long et douloureux combat diplomatique israélien pour l'annulation de la charte palestinienne était une perte énorme d'énergie diplomatique et sans véritable importance, franchement. Je le dis personnellement, je crois que les mots que des gens écrivent à un moment de l'histoire peuvent très bien perdre leur valeur et leur poids quand la réalité, et pas les mots, change. Et je pense que c'est vrai que les mots ont une incidence sur la réalité, mais je ne crois pas à cette théorie que beaucoup aiment soutenir, que les mots créent une réalité. Je crois que la réalité ne crée peut-être pas les mots, mais leur donne ou leur enlève du poids. Donc, vous ne vous trouvez pas en face de quelqu'un qui va comment dire, avec enthousiasme raconter les combats dans les tranchées des diplomates israéliens, à faire dire à tel ou tel Palestinien ou tel pro-palestinien d'effacer tel ou tel mot dans une charte dont la valeur de toutes les façons va disparaître avec notamment justement la reconnaissance mutuelle, fruit des accords d'Oslo. Ça a rendu la charte palestinienne plus caduque que les mots que M. Arafat ne comprenait pas lui-même. La même chose, vous savez, d'abord, il y a une grande différence. La charte nationale, la charte de l'OLP était considérée comme la charte nationale du peuple palestinien. Le Likoud, c'est un parti. C'est un parti qui d'ailleurs aujourd'hui a 21 sièges à la Knesset. Donc c'est même pas une véritable puissance. Il se trouve que pour des raisons de coalition politique, la personne qui est à la tête du Likoud, sait-on jamais pour combien de temps, est le Premier ministre. Mais ça ne représente pas non plus la charte nationale du peuple israélien ou juif. Il y a par contre une déclaration d'indépendance de l'État d'Israël où vous ne trouverez aucunement référence au langage dont vous faites allusion et qui est un langage politique, pas illégitime dans le monde politique. Chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Mais j'irai plus loin. La réalité du Likoud et même la réalité de son Premier ministre ont déjà rendu depuis longtemps cette charte du Likoud plus que caduque, puisque ce sont des premiers ministres du Likoud, Netanyahou lui-même, Ariel Sharon, qui ont cédé des territoires palestiniens, qui parlent aujourd'hui d'un État palestinien. Le Premier ministre israélien, il y a 4 ans, devant un auditoire de l'université Bar-Ilan, a haut et fort soutenu l'idée de 2 États pour 2 peuples. Donc, est-ce que c'est plus important maintenant qu'il déclare... Non, ne faites pas comme ça, c'est un texte fondateur du gouvernement. D'ailleurs, saluez à travers le monde cette déclaration. Il est allé au bout de ses idées ou pas au bout de ses idées, c'est une autre question. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est un cas classique où la réalité rend caduque un texte théorique. Avant ça, vous vous inquiétiez sur l'Iran et le nucléaire. Vous savez, moi non plus, je ne suis pas convaincu que le jour où les Iraniens auront un engin nucléaire et les moyens de le délivrer là où ils choisissent, la première chose le lendemain matin va être qu'ils appuient sur le bouton marqué Tel Aviv.
Mais est-ce que c'est, dans les circonstances actuelles et dans, disons, le contexte historique que connaît l'État d'Israël et le peuple juif, est-ce que cette logique-là est suffisante pour rassurer les uns et les autres? Et là, je dois dire que non. Pour diverses raisons. Mais je commencerai par dire que le problème du nucléaire iranien n'est pas qu'un problème israélien. Ayez ici un représentant honnête de l'Arabie saoudite ou d'un certain nombre d'autres pays arabes qui vous parleraient, disons, des choses vraies, réelles, et pas seulement des slogans. Croyez-moi, il a plus peur du nucléaire iranien que moi. Et il a d'ailleurs probablement plus de raisons d'en avoir peur. Donc c'est une question qui a des incidences énormes sur toute la région, et la région a des incidences énormes sur des enjeux internationaux qui dépassent de loin les questions existentielles israéliennes. Mais même si je reste dans le contexte partiel et focalisé de cette question d'existence d'Israël, vous savez, il ne suffit pas de répondre à la question est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils n'ont pas la capacité, mais qui a le contrôle? Est-ce que c'est quelqu'un comme le président précédent qui tous les matins avait rendez-vous avec le bon Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire demain matin? Est-ce que quelqu'un qui représente une culture qui du moins, le moins qu'on puisse dire, ne recule pas devant le sacrifice sacré, humain, d'un shaïd qui pourrait se dire, c'est vrai, il y aura peut-être 2 ou 3 millions de musulmans qui vont mourir autour, mais ils auront l'honneur d'être des shaïds pour une cause bien plus grande, c'est la disparition des juifs de notre terre, etc. Tout ça, bien sûr, je ne pense pas que c'est dans l'ordre du jour politique d'un gouvernement iranien, mais est-ce que véritablement, du jour au lendemain, je veux prendre le risque de leur donner même la chance minime de le faire? Nous ne sommes pas seuls à penser que c'est faux, que ce n'est pas la bonne chose. Vous avez des représentants de 6 grandes nations de cette terre qui, depuis des longues années, dirigent les négociations avec les Iraniens, qui pensent comme nous. Et donc, ma réponse, c'est non, l'histoire ne justifie pas un passage direct et sans transition d'une méfiance totale à une confiance totale. Puisqu'on est sur l'Iran, on pourrait peut-être continuer sur les négociations actuelles. On a vu que le gouvernement israélien était disons, très réticent à ce qu'on poursuive vers un accord. Donc, quelle est votre analyse de cette négociation qui s'est donc arrêtée il y a quelques jours, qui va reprendre dans 15 jours? Comment vous voyez ça? Pas au niveau des ministres. Non, au niveau des experts, mais c'est quand même le processus qui est en place. Puisqu'on est sur l'Iran, allons jusqu'au bout de ça. Oui, bon, clairement, je ne suis pas informé au jour le jour des négociations, mais l'analyse que je peux faire est la suivante. D'abord, clairement, à cause du contexte dans lequel ce processus de négociation a redémarré, c'est différent que dans le passé. Ce n'est pas encore un round de négociation, un énième round de négociation, le contexte étant d'abord des séquelles en Iran des sanctions économiques, deuxièmement le changement de président, et le changement général, disons, dans le climat. Le climat international, c'est quelque chose de très difficile à définir, mais on sent qu'il y a le vent tourne. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Personnellement, je pense que là aussi, je vais user les mêmes termes de méfiance et confiance. La méfiance totale que porte
Benjamin Netanyahu et la plupart de son gouvernement, pas tout son gouvernement, mais la plupart de son gouvernement, par rapport à cette démarche iranienne, elle est exagérée. Mais de la même manière, je pense aussi que la confiance ou l'espoir de certains acteurs internationaux, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, elle est démesurée aussi. C'est-à-dire, je veux bien croire que c'est une ouverture qu'il ne faut pas laisser passer et qu'il faut s'asseoir sérieusement et de bonne foi à ces négociations, mais qu'il faut quand même prendre en compte tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, toutes les tergiversations diplomatiques des Iraniens pendant des années, avec en parallèle un effort qui ne s'est jamais arrêté pour avancer technologiquement, et il y a raison d'être très prudent dans cette démarche d'ouverture. Et donc ce que les uns disent, il faut y aller à tout prix, mais il faut avoir un certain degré de prudence en approchant les Iraniens. Moi, j'aurais préféré que mon gouvernement, plutôt que de dire non, ils sont en train de se foutre de votre gueule et ne croyez pas un seul mot, serait de dire il faut être très prudent, mais il faut quand même donner une chance à cette démarche. Et d'ailleurs, certains ministres, notamment Madame Livni, mais elle n'est pas la seule, disent exactement ça. Et d'ailleurs, même si Netanyahou, pour des raisons tactiques, à mon avis, joue le rôle de l'opposant complet, simplement parce que personne d'autre n'est prêt à jouer ce rôle, dans la réalité de notre dialogue avec les Américains et avec les autres, c'est évidemment plus près de ce que je dis moi. Je comprends bien que ça ne va pas, qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le poids, et même qu'il n'a pas l'intérêt de stopper complètement ces démarches. Toute la question, à mon avis, c'est quelle main y aura-t-il sur ce robinet des sanctions? Et je suis d'ailleurs, moi aussi, de l'avis que même tactiquement, toutes les théories de négociation disent que quand votre adversaire est demandeur d'un changement, ce n'est pas forcément le moment de reculer complètement au contraire, c'est de dire, puisque c'est pour une bonne cause, il faut aller au bout de cette pression. Et le bout de cette pression, ce n'est pas de rejeter la négociation, mais de leur dire, chers amis iraniens, très bien, vous êtes, you came to your senses, comme disent les Américains, vous avez enfin vu la réalité de face, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire en contrepartie disons, d'une ouverture lente et graduelle de ce robinet des sanctions? Si on est tous d'accord sur le fait que ce sont les sanctions qui nous ont amenés à cette situation, il ne faut pas, à la légère, les enlever. Et donc, toute la question est de savoir qui aura la main sur ce robinet et à quel rythme il sera ouvert ou refermé. Et en même temps, peut-être aussi, qui regardera ce que font les Iraniens dans le matériel nucléaire. Bien sûr. D'où les négociations avec l'AIEA en même temps. Est-ce que l'AIEA vous paraît un interlocuteur valable? L'AIEA? Oui. C'est une bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça de cette manière, mais vous avez raison. C'est-à-dire que dans votre question, évidemment, un certain doute sur la capacité de cette organisation de remplir son rôle, puisque la réalité, c'est qu'un pays comme l'Iran, qui est signataire de tous les documents qu'il faut, a en toute liberté quasiment développé un programme nucléaire militaire. Mais je crains qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas mieux. Et s'ils auront un mandat suffisamment large
et des moyens suffisamment sophistiqués et crédibles pour exercer ce mandat, je crois que cette organisation et ses experts sont en mesure de contrôler efficacement. Mais il y a beaucoup de mais dans ma déclaration, et c'est comme dit notre ami, la clé de une des clés de cette négociation, c'est de créer un environnement de contrôle qui soit suffisamment crédible. Madame, si tu permets. Oui, madame est patiente. Oui, moi je reviens à des choses qui ont été abordées dans la première partie. On a appris l'annonce de M. Netanyahou de se préparer à construire 1700, je crois, logements et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. 1700 logements, enfin quelques-uns près, qui viennent s'ajouter en quelque sorte aux 1600 qui avaient été décidés vers 2010, je crois. Alors que je crois qu'il y a une grande majorité au niveau international de gens qui pensent que la colonisation est un obstacle très important à la création d'un futur État palestinien viable, dirons-nous. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à cela. Est-ce que, vous en avez parlé d'ailleurs, l'image d'Israël dans le monde n'est pas terriblement affectée par cette politique qui continue les colonisations avec les aspects tragiques pour le citoyen palestinien de Cisjordanie et de Jérusalem-Est aussi, et ne crée pas un phénomène d'isolement, disons, politique d'Israël qui ne se réduit pas en tous les cas. Alors, par exemple, je vais vous paraître bien naïve, mais je pense que de temps en temps, il faut être naïve et rêver. Lors de la présentation de la demande des Palestiniens d'être reçus à l'ONU, il y a eu, on le sait, le refus d'Israël. Je dois dire que pour l'image d'Israël, j'aurais souhaité qu'Israël soit parmi les premiers à reconnaître cette reconnaissance de l'État. Ça n'a pas été fait. Bon. Et moi, comme présidente d'une association qui s'appelle Pour Jérusalem, on continue, contre vents et marées, à dire que Jérusalem devrait être la capitale du futur État palestinien. Vous avez parlé d'une lueur d'espoir. Moi, je suis optimiste, parce que sinon, je ne continuerai pas à faire des choses. Mais est-ce que vous croyez vraiment que cette lueur d'espoir qu'on voudrait voir grandir fortement, elle est dans la capacité, je dirais à moyen terme, du gouvernement de M. Netanyahou et de M. Lieberman, qui est revenu absous de tout? Vous savez, une des raisons que vous avez devant vous aujourd'hui un ancien ambassadeur d'Israël et pas un ambassadeur d'Israël, c'est que je ne suis pas en grand désaccord avec tout ce que vous dites. Vous avez raison. La question des colonisations, j'irai beaucoup plus loin que vous. C'est pas que la majorité du monde voit ça comme... Il n'y a pas un pays au monde, pas un seul, qui soutient la position du gouvernement israélien sur la présence d'Israël en Cisjordanie. D'ailleurs, il n'y a pas un seul pays au monde, et même en Israël, il n'y a certainement pas unanimité sur la question. Donc, oui, je ne serai certainement pas celui qui va défendre telle ou telle décision. Et ce n'est pas la question de 1000 logements par là ou 2000 logements ici. C'est une question qui va beaucoup plus loin et qui est une question profonde et de principe. Donc, puisqu'il n'y a pas de débat entre nous, ce n'est pas la peine de continuer parce que ça va être inintéressant. Est-ce que ça nuit à l'image d'Israël? Plus que certainement. Et c'est une responsabilité que prend le gouvernement, qui, je vous le rappelle, n'est pas à mon goût, peut-être, n'est pas certainement au vôtre, mais qui est le gouvernement élu de ce pays. Et donc, tant bien que mal, il faut espérer que certaines forces dans la société israélienne, dans le contexte international, et même dans le contexte interne de cette coalition, vont faire en sorte que même ce gouvernement va changer de position. Il y a
il y a une grande problématique dans le fait que nous fêtons les 20 ans d'Oslo sans avoir les grands résultats qu'on a obtenus. C'est que les sociétés, de part et d'autre, israéliennes et palestiniennes, avec le temps, perdent confiance dans le concept même. Ce n'est pas une question de position, mais le concept même de pouvoir résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Ce n'est pas qu'ils sont pour la guerre, c'est qu'ils sont en principe pour un accord négocié. Mais ils ne croient pas que ce principe peut se réaliser actuellement. Et c'est dans les deux côtés, dans les deux parties, sur deux côtés de ce conflit, les sondages montrent à peu près ça. Il y a une majorité pour, mais il y a la même majorité qui ne pense pas que c'est réalisable. C'est une des raisons pour lesquelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un non-sujet dans les élections israéliennes dernières. Comment, on se demande comment ça peut être un non-sujet alors que c'est le sujet. C'est pas que tous les Israéliens sont devenus débiles et qu'ils ne voient que le bout de leur nez. C'est pas vrai. Mais devant une réalité, et on était à l'époque après plusieurs années de manque de négociation et plusieurs années où d'ailleurs la ligne de communication du gouvernement et de son Premier ministre, c'est de dire oui, la paix avec les Palestiniens, c'est très important, mais il n'y a aucune chance de le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de partenaire de l'autre côté, parce que M. Abou Mazen n'est pas crédible, etc. Et tout ça, et tout ça. Et puis, d'un autre côté, c'est un pays qui marche. Les gens ont droit aussi à vouloir simplement vivre une vie normale de gens. Ils sont des gens qui voyagent, qui travaillent, qui ont des rêves, qui ont des ambitions, qui ont des enfants, qui veulent les éduquer, etc. Et qui se disent, ma foi, oui, c'est une grande question. Personne ne se trouve là aujourd'hui pour apporter une solution. Nous savons intellectuellement qu'à terme, pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent mieux ici, il va bien falloir qu'on trouve une solution à ce problème. Mais là, dans l'immédiat, il n'y a personne pour le faire, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, ça fait partie de cette problématique qui règne aujourd'hui. Mais moi, je sais aujourd'hui, je sais aussi, basé sur une certaine expérience dans la communication, mais aussi dans la diplomatie israélienne, que ça peut changer comme ça. Dans les deux sens. Ça peut changer comme ça et retomber en violence, et ça peut changer comme ça si le moment historique arrive. Et si quelque chose arrive qui insuffle à nouveau espoir et confiance dans les sociétés israéliennes et palestiniennes, que ça peut se faire. Est-ce que ce sera le résultat des négociations qui se tiennent aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faut dire que vu de l'extérieur, on n'a pas encore de raison de croire à ça. Mais il faut donner la chance, même à cette négociation très précaire. Et de toutes les façons, il vaut mieux qu'il y ait cette négociation qu'elle n'ait pas lieu. Ça, c'est une certitude pour tout le monde. Voilà, c'est la réalité. Le changement politique en Israël, d'abord, il n'y a pas d'échéance électorale suffisamment proche pour qu'on en parle. Et deuxièmement, je ne pense pas que c'est la chose la plus plausible dans l'immédiat. Et donc, ce n'est pas forcément la chose pour laquelle à laquelle il faut aspirer le plus. Il faut espérer un changement qui va au-delà de la question de la politique interne israélienne, c'est-à-dire quelque chose dans le contexte, dans la réalité, dans la situation, dans la négociation, qui va créer une certaine dynamique de changement à l'intérieur de l'opinion israélienne. Jacques. Oui, Daniel, deux questions. La première qui nous ramène à la géostratégie régionale, Iran, monde arabe, Israël. Israël est un paradoxe, sa situation diplomatique est également un paradoxe. Tu
parlait de l'isolement absolu ou de l'isolement croissant d'Israël, c'est vrai. Mais paradoxalement, dans cette situation d'isolement qu'on a pu constater au moment du débat de l'Assemblée générale, aujourd'hui, est-ce qu'Israël n'est pas dans une situation en réalité très favorable du fait de la cristallisation qui s'est faite dans la région, où vit Israël, d'un front anti-iranien, Égypte, Golfe, Israël. Est-ce que les intérêts fondamentaux de sécurité de l'Égypte, du Golfe et d'Israël ne sont pas aujourd'hui identiques sur ce point? Et est-ce que ça ne se concrétise pas d'ailleurs sur le terrain ou dans des rapports, enfin, je pose la question en sachant un petit peu ce qui se passe par ailleurs, les printemps arabes, dont on a pensé qu'ils pourraient déstabiliser Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de printemps arabe dans le monde palestinien contre Israël. Il y a un peu de printemps arabe en Gaza, mais contre le Hamas, mais pas contre Israël. Il y a un printemps arabe en Cisjordanie en faveur de la jonction. Voilà, mais pas contre Israël. Et par ailleurs, le printemps arabe égyptien, à quoi a-t-il conduit? À l'arrivée des frères musulmans et de Morsi. Qu'a fait Morsi l'an dernier dans le Sinaï contre les terroristes, les djihadistes et autres? Ça a été une cogestion de la sécurité dans le Sinaï entre Israël et Morsi et les frères musulmans. Vous voyez, la réalité est que l'Égypte, le Golfe et Israël sont dans les mêmes intérêts de sécurité, frères musulmans ou armés, parce que l'Égypte, et qu'au fond, la sécurité israélienne n'est pas, non seulement n'est pas affectée par la situation actuelle, mais elle est même en un sens renforcée. Que penser de cet indice? La deuxième question porte sur le conflit Palestine. Je suis de ceux qui pensent, surtout après avoir vécu sur place comme ambassadeur du processus des années 2000, je le pensais avant, que la paix ne peut venir que de l'intérieur et non pas de l'extérieur. La paix ne se fera pas par la communauté internationale et par les acteurs extérieurs, à commencer par les États-Unis, ils pourront être tout au plus un facilitateur. La paix se fera par les Israéliens et les Palestiniens. Elle se fera quand ces deux-là se retrouveront dans un Oslo 2. Bon, ça j'en suis convaincu. Je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs. De ce point de vue-là, la clé de la paix entre Israël et la Palestine, elle est où? Elle est à la Knesset. Elle est dans la politique intérieure israélienne. C'est là, en Israël, que va se jouer dans l'avenir la paix avec la Palestine. Donc je te pose la question à laquelle tu indiques. Comment perçois-tu, comment autour de toi les Israéliens perçoivent l'évolution actuelle de la société israélienne et des acteurs politiques israéliens? Est-ce que les nouvelles générations israéliennes sont plus ou moins sensibles à cette question du processus de paix que la tienne ou que les précédentes? Est-ce que sur le plan politique, la traduction à la Knesset peut conduire à des évolutions dans les années à venir, dans les 5-6 ans à venir? Voilà, pour moi ça c'est la clé, et je voulais savoir quel est ton sentiment et la perception de ceux qui t'entourent, tes amis et Je ne sais pas, Oui, écoutez, moi je rejoins beaucoup les deux dernières questions. Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux de vous retrouver. Je n'ai pas oublié le temps de votre ambassade à Paris. Alors, j'avais 3 questions, mais que je résume parce qu'elles ont été reprises très largement. La première, dans le contexte régional que vous avez décrit, qui est tout de même très compliqué et très imprévisible, est-ce que le conflit israélo-palestinien reste central? Ou est-ce que, bon, ce n'est devenu une annexe de nombreux problèmes? La deuxième, on a reçu des cinéastes de votre pays qui ont présenté un film qui s'appelle « Un État commun ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vu. Qui prêchait et qui faisait intervenir beaucoup de gens
d'Israël sur le sujet et qui disait que finalement la solution deux États n'était pas la bonne et qu'il fallait se réunir en un seul État. Puis la troisième rejoint très largement la question posée. Que pense le peuple israélien de tout ça? Moi, j'ai été très frappé dans l'analyse des élections d'un professeur à Sciences Po, un homme de qualité, qui s'appelle Sami Cohen, qui parle de la dégauchisation en Israël. C'est-à-dire que Israël va vers la droite. Il y a beaucoup de pays, on ne sait pas où on va, mais là, ça m'a paru une thèse juste. Alors, est-ce que vous partagez ça? Et est-ce qu'au-delà de la fragmentation de la Knesset, parce que vous donnez un pouvoir, cher ami, très important à la Knesset, vous ne croyez pas que finalement le peuple israélien, vous nous avez répondu, et je crois que vous avez totalement raison, qui devient très loin de tout ça. C'est très compliqué. Et qu'il a d'autres problèmes, et les problèmes économiques, il n'est pas le seul dans le monde, j'en connais d'autres, hein, qui ne sont pas loin, mais qui ont les mêmes problèmes, et que finalement tout ça, ce sont des conversations fascinantes, intellectuelles, sous votre autorité, mais que c'est plus vrai problème. Je peux ajouter une question d'ici à celle-là. Je me demande comment on peut expliquer la différence entre ce que les Israéliens manifestent quand on les interroge dans les sondages d'opinion publique, où ils sont en général effectivement très favorables à la paix, très favorables à l'existence d'un État palestinien, et quand ils votent pour des gens qui n'y sont pas favorables. Et est-ce que l'explication de ça, ça n'est pas la question du prix à payer? Et la deuxième chose que je voulais poser comme question... Ça commence à se compliquer, je dois... Non, la question n'est pas compliquée, la réponse sera encore plus simple. Est-ce que le mur, la barrière, n'a pas aussi joué le rôle d'un rideau qui a mis qui empêche la société israélienne, et en tout cas la partie de la société israélienne qui s'intéressait beaucoup à la nécessité d'avoir une paix avec les Palestiniens, est-ce qu'elle n'établit pas désormais un rideau qui fait qu'on s'en occupe moins, qu'on en est moins conscient, parce qu'on a moins de problèmes, parce qu'il y a moins d'insécurité, parce qu'on ne voit plus les Palestiniens? Est-ce qu'ils ne se sont pas tout à coup éloignés de la conscience quotidienne des Israéliens, des Palestiniens? Mur à créer. Est-ce que je peux... Mur à créer. Non, là, écoutez, là, je me perds complètement. Je serais incapable de répondre à tout ça. Alors, on vous en aura pas un. Est-ce que je peux juste rajouter un mot qui... On vient de vous dire non, enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Alors très bref, hein, parce que sinon vous allez engloutir, monsieur l'ambassadeur, ce que des questions. Ça va dans le même sens. Les Israéliens veulent bien partager, la grande majorité d'entre eux ne vit pas au Moyen-Orient, mais dans un îlot européen, créé artificiellement. Nous avons construit notre ghetto de luxe. C'est les propos du rabbin Jérémie Milgram. Est-ce que ça peut s'intégrer dans l'histoire de l'enfermement du... C'est un peu la même thématique. Je dois dire... Tu vas terminer en feu d'artifice. Monsieur de Villepin et cher Jacques et René, vous êtes tous les trois, chacun d'un autre domaine, quand même des vrais sages de manière générale et surtout sur nos questions. Et Jacques, ton analyse est comme toujours très pertinente. Je vais essayer de, en fait, d'une manière ou d'une autre, tout se rejoint et je vais essayer de répondre une réponse à de nombreuses questions. Je ne sais pas si la génération plus jeune que moi a le même sentiment de centralité de la question palestinienne. Je ne suis pas certain. Tu as complètement raison de dire que sur la question iranienne, il n'y a pas d'isolement d'Israël. Au contraire, je crois que sans doute
si la diplomatie israélienne devait se vanter d'un certain succès, ce serait sur cette question. C'est pas venu tout seul, tu le sais, moi je le sais, des années et des années de travail dans des chancelleries dans le monde entier et de beaucoup d'autres moyens ont fait que le monde, comme nous l'aimons, au moins celui qui est encore prêt à se mobiliser pour des grandes questions internationales, s'est convaincu que la question du nucléaire iranien est une question qui dépasse la simple cuisine interne du Proche-Orient. Et à l'intérieur de cette cuisine, tu as évidemment raison de dire que l'Égypte et les pays du Golfe, etc., sont, qu'ils le disent ou non, ou qu'ils le veuillent ou non, certainement du même côté de cette barrière que l'État d'Israël. Et donc, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'isolement. Il n'y a pas non plus, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, il n'y a pas d'isolement dans beaucoup d'autres domaines, dans le domaine économique, technologique, culturel, tourisme, etc. On peut même dire qu'Israël vit une des périodes les plus ouvertes, les plus fastes. Israël fait partie de la globalisation, de la mondialisation, du global village, etc. Tout ça, c'est merveilleux. Mais moi, je pense qu'un jour, si nous n'arrivons pas à guérir cet abcès qui nous accompagne depuis la création de l'État et certainement depuis la guerre des 6 jours, à la fois en ce qui concerne la vie et l'âme de notre propre société, mais certainement aussi dans le contexte régional et international, là, l'isolement, qui est aujourd'hui un isolement politique et diplomatique, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas un seul pays au monde qui adopte la position de l'actuel gouvernement israélien sur la question des territoires. Cet isolement va nous éclater dans la figure. Et ce sont des choses qui peuvent prendre un effet boule de neige très vite. J'ai beaucoup d'amis sud-africains, beaucoup. La situation est totalement différente. Mais l'isolement de l'Afrique du Sud d'antan n'a pas commencé du jour au lendemain. Pendant de longues années, tout le monde disait « comme on dit en Israël ». Oui, tout le monde parle, etc. La preuve, il ne se passe rien. Un jour, ça commence à se passer, et puis encore quelque chose, et encore quelque chose, et encore quelque chose, et puis ça peut arriver très très vite. Moi, évidemment, en tant qu'Israélien, avec une conviction profonde que le sionisme est une idée, est une réalité fondamentale, vitale pour l'avenir de mon peuple au regard du passé de mon peuple. Et que je vis moi-même et mes enfants une période miraculeuse de l'histoire du peuple juif qui a pu obtenir de justice et de droit l'indépendance nationale et la possibilité de l'autodétermination et de l'indépendance nationale. Ce n'est pas une évidence à mes yeux. Une histoire millénaire, plusieurs millénaires du peuple juif montrent que c'est une infime minorité dans cette histoire qui a vu cette indépendance. Je ne pense pas qu'on puisse la considérer comme acquise, et je ne pense pas qu'elle puisse s'éterniser s'il n'y a pas solution de ce conflit. Et donc, je comprends parfaitement en tant qu'observateur, et j'ai la plus grande sympathie et empathie pour la volonté de jeunes Israéliens de ne pas se casser la tête avec une question qui est devenue théorique,
qui les agace, mais qui n'a pas une tangibilité immédiate. C'est une période, nous vivons une ère rapide, les choses se développent vite, on perd rapidement contact avec l'histoire si on ne court pas au même rythme, et Dieu sait que les Israéliens sont créatifs et aiment ce dynamisme de cette ère que nous vivons et participent fortement à elle, et qu'ils veuillent aller au bout de leurs rêves et avoir une vie normale, de normaliser leur vie et de ne pas vivre sans arrêt sous ce poids, ce spectre d'être un enjeu de la communauté internationale et de la vie internationale. Je comprends parfaitement. Je le vois chez mes propres enfants, j'ai deux fils qui ont 24 et 29 ans, je le comprends. Mais, j'insiste, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que dans ce discours compréhensible, il y ait toujours des voix qui disent « oui, tout ça, il faut y mettre votre énergie, votre créativité et votre talent pour y aboutir, mais il faut ne pas oublier qu'il y a quelque chose de fondamental qui est irrésolu et qui doit être résolu, et c'est votre responsabilité aussi d'y participer. Je dis avec soulagement que chez mes propres enfants, je pense que j'ai pu réussir, et même si tous les deux sont en train de réussir merveilleusement leur vie, ils ont un sentiment de responsabilité politique à cet égard. Bon, ils ne deviendront pas diplomates, on ne fait pas 3 générations de suite la même erreur, heureusement, mais on peut le faire de beaucoup de manières. Maintenant, moi, dans les dernières élections, il y a autre chose qui m'inquiète, et c'est pas seulement une droitisation, parce qu'il y a eu plusieurs interventions à cet égard. C'est vrai qu'il y a une majorité de droite en Israël qui s'est installée. Est-ce qu'elle est éternelle? Qui sait? Il y a eu les gens de droite en Israël, après les 25 premières années d'existence du pays, pensaient que la gauche c'était éternel, que c'était invincible, que c'était impossible qu'un jour les Israéliens verraient la raison et voteraient pour Menachem Begin, et la preuve, en 77, il était élu. Cette dernière élection a apporté un nouveau phénomène. Est-ce qu'il y a plus de gens à la Knesset qui sont pour ou contre? C'est une question. La deuxième, combien des élus de la Knesset n'y pensent pas trop, se désintéressent à la question, et pourraient donc, il y a mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne les intéresse pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait pas de quel côté ils iront. Je fais allusion notamment au grand succès de cette élection, qui est le parti Yesh Atid de Yair Lapid, qui a gagné quand même un poids considérable dans cette Knesset, et dont moi je n'ai pas la certitude de quel côté ils iront. En théorie, ils sont genre le centre israélien, oui pour la paix, mais pas à un prix trop démesuré, et de toute façon, ils reflètent le sentiment dans la société. C'est pas important maintenant. Leur programme politique, leur programme électoral, c'était, je sais pas, sur les 10 premiers points, c'était peut-être le 6e, le 7e. Et dans leur intervention et dans leur présence dans le monde politique depuis qu'ils étaient élus, et ils font partie de la coalition, ils ont des ministres importants, etc., c'est pas au top de leurs intérêts. J'ai fait mention du Parti travailliste, qui a, à mon avis, a fait un acte de trahison ici par rapport à la gauche israélienne,
trahison qui n'est pas de mauvaise volonté, c'est pas parce qu'ils sont vraiment convaincus qu'il n'y aura pas la paix et qu'il ne faut pas la poursuivre, mais tactiquement, ils ont pensé que c'est plus sexy de parler de questions sociales, logement, etc. Évidemment, des choses que je suis le dernier à négliger l'importance des questions socio-économiques pour un parti de gauche. Mais la gauche israélienne, la gauche en Israël porte depuis toujours la responsabilité d'être le porte-bannière de la paix. Et le fait qu'ils y ont renoncé a eu comme résultat que Madame Yefimowitsch a perdu des voix plutôt que d'en gagner, a perdu d'un côté à la gauche d'elle, c'est-à-dire pour le Meretz, qui est en envol dans les sondages d'ailleurs, ils sont à 6 aujourd'hui dans les sondages, ils sont 12 déjà, ils étaient 3 dans la Knesset précédente, et les autres, désillusionnés par le Parti travailliste, ont voté aussi pour Tzipi Livni. Non, oui, il y a eu un déplacement c'est-à-dire des gens qui ont voté pour travaillistes ont voté pour Tzipi Livni, les gens qui ont voté Kadima, qui est l'incarnation précédente de Tzipi Livni, ont voté Yesh Atid. Et là, je reviens au moment historique. Moi, je pense, c'est ma conviction, que quand il y aura quelque chose de concret sur la table, et un jour il y aura quelque chose de concret sur la table, c'est là que tout le monde va devoir prendre une position. Et je pense que la grande majorité des indécis ou des désintéressés vont, devant un projet crédible et acceptable évidemment, vont dire oui. Et Jacques, tu as raison de dire, la paix va se faire par les partis immédiatement concernés et pas par la communauté internationale, mais aujourd'hui, j'ajoute, elle ne se fera pas sans eux non plus. Et leur rôle grandit avec chaque round que nous faisons, pour la simple raison que moi je suis le dernier qui dirait c'est la dernière chance, après ça tout est perdu. Je n'ai pas le droit de dire quelque chose d'aussi désespéré par rapport aux jeunes générations israéliennes. D'ailleurs, je ne le pense pas non plus. Mais je dois avouer qu'avec chaque échec, la prochaine tentative devient plus difficile, parce qu'une culture d'échec s'installe. Et donc, plus les colonies s'incrustent, plus les Naftali Bennett, plus les navigants Lieberman empêcheront le démantèlement des colonies. Et d'ailleurs, il y a 30 ans, les grands sages, les rabbins et les leaders politiques du mouvement Gush-Emunim et les autres mouvements de colonisation, quand on parlait encore de quelques dizaines de milliers de personnes et pas de centaines de milliers comme aujourd'hui, leur objectif était d'arriver à une situation irréversible. Maintenant, le terme irréversible a été annulé après le retrait de Gaza. On ne peut plus parler d'irréversible. Mais il faut quand même avouer que les quelques milliers de personnes qui vivaient à Gaza, sur un territoire avec lequel, disons, il n'y a que la frange vraiment très idéologiquement extrémiste dans la droite israélienne qui pense que c'est vraiment la... Personne d'autre n'a la nostalgie de la présence israélienne à Gaza et que la Cisjordanie c'est différent, mais cela nous ramène à des solutions que nous connaissons, c'est-à-dire les grands blocs d'implantation qui vont rester les échanges de territoire. À mon avis, c'est inévitable que c'est là que réside la solution. Monsieur l'ambassadeur, j'ai encore une question. On dit toujours que les paramètres du conflit israélo-palestinien sont largement connus par Israël. Est-ce que c'est ou pas, vous savez, c'est soit ça, soit il y a quelque chose, une sorte de force divine qui va venir et nous présenter une solution inédite.
Honnêtement, est-ce qu'il y a des solutions inédites pour un problème comme ça, qu'on n'a pas essayé en 40 ans de tentatives de négociation? Il faut être d'une créativité quand même extraordinaire. Mais je ne veux pas terminer avant de dire quand même un mot, j'ai oublié, là, qui c'est qui a parlé d'un État? Je sais, ça devient à la mode. De dire, bon, on a essayé pendant quelques années, on s'est amusé avec le partage, les deux États, ça ne marche pas. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de voir tous ces Israéliens et ces Palestiniens vivre ensemble dans une démocratie commune? C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est irréaliste de manière tellement profonde que je ne sais même pas où commencer pour démanteler cette idée. Et pour moi, je le dis très clairement, le seul critère pour moi pour mettre la différence entre quelqu'un qui est vraiment pour la paix israélo-palestinienne et quelqu'un qui a des belles paroles, mais qui, dans le fond de lui-même, ne peut pas être véritablement pour la paix, c'est ça la ligne de démarcation. Si vous n'êtes pas pour deux États, vous n'êtes pas un vrai ami de la paix israélo-palestinienne. Parce que l'autre solution, elle est une poudrière. Et dans une période de l'histoire où, suite à plusieurs vagues de nationalisme ou de guerre régionale ou de guerre ethnique, nous sommes en train de démanteler des poudrières en multipliant les États-nations. Forcer deux peuples qui s'entretuent depuis 60 ans, qui se haïssent depuis plus de 100 ans, et de les obliger de vivre ensemble, est-ce que c'est ça, logiquement, la solution? Ça ne peut être la solution que pour ceux qui veulent la disparition de toute cette question, que les Israéliens et les Juifs s'entretuent et qu'on n'en parle plus, c'est tout. Donc, je vous dis très clairement, deux États pour deux peuples, ça reste la seule solution valable. Juste un mot. Ça nous fait... Bon, sur la France, attendez, monsieur. Sur la France et Israël. Oui. Est-ce que, évidemment, vous êtes francophone, j'imagine que vous êtes francophile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour persuader vos compatriotes que la France n'est pas antisémite, que la France est un allié d'Israël et qu'il n'y a pas urgence à affréter des avions pour faire venir les Juifs de France en Israël parce qu'ils sont en danger tous les jours et en permanence? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne peux pas vous dire ce que je peux faire, mais je peux vous dire que s'il y a encore ce sentiment, c'est que je dois avouer un échec total. Parce que moi, je suis parmi ceux qui, vraiment, on fait tout ce qu'on peut. Je peux vous dire, vous savez sans doute que le président Hollande se déplace en Israël la semaine prochaine. Un petit secret non professionnel. On m'a demandé de contribuer ou d'écrire le discours du président Pérez pour le dîner d'État. Écoutez le discours, vous aurez les réponses sur ma position à moi. S'il accepte le texte que je lui ai écrit, évidemment. Je ne parle pas de votre position. Non, je suis d'accord avec vous. C'est assez triste. La France est une alliée d'Israël. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bien, écoutez, on va arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu débordé. On vous remercie infiniment. Merci.